Ah, mais vous êtes déjà là. Je tourne au ralenti aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo Tout Simplement. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des ralentis, comment faire des ralentis fluides et à quoi ça sert. Mais avant, j'ai une question pour vous. Voici la question. À votre avis, qu'est-ce qu'une vidéo? Vous avez 4 heures. Bon, si on met de côté le son, une vidéo c'est un enchaînement continu d'images fixes. Dit autrement, c'est un diaporama mais très rapide. En France, on a l'habitude de tourner à la fréquence de 25 images par seconde, ce qui signifie qu'en une seconde, la caméra prend 25 photos de ce qui se passe devant elle. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Une vidéo, c'est 25 images fixes qui défilent devant nos yeux chaque seconde. Par exemple, ici j'ai réglé cette caméra sur 1080p 25. Ça signifie qu'elle tourne à une définition Full HD à la fréquence de 25 images par seconde. Et il reste plus qu'à filmer un cobaye pour voir ce que ça donne. J'adore les clones. Voici dans un premier temps cette scène à vitesse réelle. Ici rien d'étonnant, la vidéo est fluide et le mouvement aussi. Si on ralentit 2 fois la vidéo, là on commence à sentir un problème. Et si on ralentit 4 fois la vidéo, l'image est complètement saccadée, la vidéo n'est plus fluide et l'illusion du mouvement est complètement perdue. Alors ouais, c'est décevant, mais c'est complètement normal. Lorsqu'on ralentit la lecture d'une vidéo de 4 fois, ça signifie qu'une seconde au tournage correspondra à 4 secondes au visionnage. Alors prendre une seconde de vidéo et l'étirer pour qu'elle en fasse 4 au montage, c'est assez facile. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on prend en fait 25 images pour qu'elles soient lues en 4 secondes, ce qui revient à lire seulement 6 images par seconde. Voilà pourquoi, à ce moment-là, on ne voit plus qu'une suite d'images fixes sans aucune fluidité. En fait, plus on veut ralentir un plan, plus il faut que la caméra ait capté beaucoup d'images par seconde. Et la règle est simple, pour ralentir 2 fois un plan, on prendra 2 fois plus d'images, pour ralentir 4 fois un plan, on prend 4 fois plus d'images, et ainsi de suite. Donc pour ralentir 2 fois ce plan, je vais régler la caméra sur 50 images par seconde, pour le ralentir 4 fois, je vais le régler sur 100 images par seconde, et pour le ralentir de 500 fois, je vais le régler sur 12 500 images par seconde. Bon, finalement, 4 fois, c'est déjà bien. Donc pour ralentir 4 fois un plan, je dois tourner à 100 images par seconde. Donc je règle 1080p et y a pas, il y a soit 25, soit 50 images. On fait comment quand il n'y en a pas assez? On les invente? Eh ben oui, on les invente. Ah mais il est sérieux? Oui, je suis très sérieux. Imaginez un ballon qui se déplace de gauche à droite. Il se déplace très rapidement, trop rapidement. La caméra n'a capté qu'une portion de ce mouvement et si on souhaite ralentir l'image, il va falloir créer de nouvelles images intermédiaires. Pour ça, imaginez-vous à la place du logiciel de montage. Vous connaissez l'image 1, 3 et 5 et vous devez inventer l'image 2 et 4. Vous avez 4 heures. Sans prendre autant de temps, c'est assez simple. Les 2 nouvelles images et donc les 2 nouveaux ballons vont se trouver à équidistance des 2 autres. Ça faisait depuis la 3e que j'avais pas dit ça. Nous venons donc de créer de nouvelles images et donc d'augmenter artificiellement la fréquence d'image de cette séquence. Le fait de créer, d'inventer, d'extrapoler de nouvelles images porte déjà un nom, on appelle ça du morphing. Et le morphing est différent d'un fondu. Un fondu, c'est simplement la transition progressive d'une image à l'autre, alors qu'un morphing, c'est l'extrapolation d'une transition animée entre 2 images. Et c'est exactement ce qu'on demande à Premiere Pro quand on fait du faux ralenti. On lui demande d'inventer de nouvelles images à partir de celles déjà existantes. Pour mieux comprendre, reprenons notre plan tourné en 25 images par seconde et ralenti de 8 fois cette fois. Sans surprise, l'image saccade, le mouvement n'est pas du tout fluide. Activons maintenant ce morphing magique entre chaque image et ça marche. L'image est fluide, très fluide et on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un véritable ralenti sans traitement particulier en post-production. C'est bluffant, c'est incroyable, c'est extrêmement fluide, ça marche extrêmement bien et wow, on se calme, ça marche très bien, certes, mais cette technique n'est pas magique et oui, elle a quand même ses limites. Et on commence à sentir la limite lorsque la différence entre chaque image est trop importante. En d'autres termes, plus un mouvement est rapide, plus il va être difficile de le rendre fluide. Par exemple, avec ce mouvement, on voit que le logiciel galère pas mal avec une partie de ma jambe et elle finit carrément par disparaître sur certaines parties de l'image. Pas vraiment top du coup. D'accord, donc si j'ai bien compris, Premiere Pro galère à créer de nouvelles images parce que la position de la jambe entre chaque image réelle est trop éloignée. Mais alors comment t'expliques qu'ici il y arrive plutôt bien et ici beaucoup moins? Eh bien parce qu'un morphing fonctionne beaucoup mieux sur fond uni. Pour prendre un exemple, il y a quelques années... Décidément tout commence comme ça sur cette chaîne.
Bah en même temps c'est vrai. Bref, il y a quelques années, je me souviens avoir été complètement scotché par la vidéo de lancement de la GoPro Hero 2. À un moment donné, on voit un skieur se filmer en l'air en super ralenti, en super slow motion. Et à ce moment-là, j'ai complètement vrillé dans ma tête. Waouh, mais la nouvelle GoPro elle doit filmer à, je sais pas, au moins 2000 images par seconde pour faire des ralentis aussi fluides. Et comme vous vous en doutez, bah pas du tout. La GoPro Hero 2 filmait en Full HD seulement à 30 images par seconde, et je peux même vous montrer à quoi ressemblait le rush brut tel qu'il est vraiment sorti de la caméra. Et voilà, c'est tout. À la base, il n'y avait que 6 images pour ce laps de temps, et les monteurs ont corrigé ça, très certainement avec le plugin Twixtor d'époque. Pour eux, cet instant de la vidéo était clairement du pain béni. Le skieur se retrouve totalement isolé du reste de l'image, puisqu'il se trouve sur un fond uni, le ciel bleu. Si on observe les bords de l'image par contre, là, on s'aperçoit qu'il y a des déformations un peu suspectes, et on aperçoit même le bord de chaque image. D'accord, donc si j'ai bien compris, le logiciel sera plus performant si le sujet bouge sur un fond uni comme un mur blanc ou un ciel bleu par exemple. Mais rassure-moi, c'est quand même possible de fluidifier un plan même si le sujet se déplace sur un fond qui est pas totalement uni. Oui, et c'est même ce que GoPro a tenté de faire par la suite. Le plan d'après montre un base jumper, toujours pareil en ultra slow motion. Mais cette fois GoPro, vous ne mourrez pas, on peut observer des déformations pas très jolies au niveau des jambes et des pieds de ce dernier, et donc là oui, vous avez triché. D'ailleurs quitte à tricher, autant aller jusqu'au bout, vous connaissiez la fin du plan et donc l'arrière-plan, il suffisait de le replacer par-dessus le sujet en trekking en prenant soin de rotoscoper celui-ci et on aurait évité ces vilaines déformations. Bon, cela dit, on reste amis GoPro, hein. Je suis fidèle, promis, et puis y a plus de problème maintenant avec le 240 images. Oui, vraiment, je t'aime GoPro. Bon, la présence d'un arrière-plan texturé peut sérieusement compromettre l'ajout d'un faux ralenti. Mais quand les mouvements sont lents et plutôt doux, eh bien Premiere s'en sort quand même et réussit à ralentir le plan avec, oui, c'est vrai, quand même, quelques défauts ici et là sur l'image. Bon alors attends, tu me parles de morphing, de faux ralenti, mais pourquoi se compliquer la vie à ce point? Si je veux ralentir un plan, j'anticipe ça au tournage, je règle la caméra sur beaucoup d'images par seconde, et puis je peux ralentir le plan par la suite si j'en ai envie. Oui, mais on peut jamais tout le temps prévoir. Vous le savez maintenant, je fais souvent le malin avec des clones, et blablabli, et blablabla, et voilà que je te réponds, et voilà que tu dégages. Alors c'est super, mais pour ceux qui ont vu le tuto, vous savez que tout est une question de timing. Et parfois oui, je me fais avoir. Je n'attends pas assez longtemps que mon clone ait fini de parler, du coup en montage, je suis parfois obligé d'étirer un rush pour t'en tourner en 25 images. Pour éviter que le plan saccade et donc pour conserver la supercherie, j'applique ce faux ralenti, et ça fonctionne, merci. Merci, ça fonctionne, mais alors pourquoi tu tournes pas en 50 images par seconde directement alors? Eh ben parce que le 6D ne peut pas tourner en 1080p 50 images. Canon est définitivement mort. Mais il n'y a pas que ça. Sur un 6D, un hybride, un compact ou même un iPhone, plus on augmente la fréquence d'images par seconde, moins le capteur a de temps pour saisir la lumière. Dit autrement, si vous souhaitez faire de méga ralentis, il va en falloir de la lumière. Et quand on n'a pas assez de lumière, soit on s'achète une fantôme, mais faut clairement avoir les moyens, soit on fait autrement et on oublie les tournages en intérieur. L'idéal, c'est de tourner dehors et par beau temps. Alors quand on parle de ralenti, on s'imagine tout de suite des scènes super épiques avec des sauts, des cascades, des objets qui explosent et pas forcément. Lorsqu'on ralentit un plan, on ralentit ce qu'il se passe, l'action, le sujet, mais aussi et surtout les mouvements de caméra. Par exemple, ce plan a été tourné à la main et en 240 images par seconde. À vitesse réelle, sans surprise, le cadre tremble, il bouge beaucoup trop, on dit qu'il est shaky. Mais lorsqu'on ralentit le plan à son maximum, le cadre bouge, certes, mais ça n'est pas aussi dérangeant qu'à vitesse réelle, et il peut tout à fait passer dans n'importe quel montage. Autre exemple un peu plus amusant, lors du tournage à 8 Mont Blanc, j'ai fait plusieurs plans au slider, un slider non motorisé qu'on doit pousser à la main. Et il est parfois difficile de conserver la même vitesse de déplacement sur le rail tout au long d'une journée. Au dérochage, je me suis donc retrouvé avec des travelling aux vitesses bien différentes qu'il a fallu lisser. Et la solution, vous la connaissez, j'ai ralenti artificiellement certains plans pour t'en tourner en 25 images par seconde. Alors oui, c'est vrai, quand on regarde de plus près, on constate quelques défauts ici et là sur l'écran, mais l'aviez-vous remarqué ? Ok, donc le ralenti peut parfois rattraper des mouvements de caméra un peu trop rapides au tournage. Mais le mieux, c'est encore de combiner les deux. Beaucoup d'images par seconde, plus des plans méga stables, et pour ça on va utiliser un outil que je déteste au plus haut point, le Steadicam. Voici tout de suite quelques plans tournés en 50 images et ralentis 2 fois. Au passage Karim, merci pour tes conseils, ce truc est tellement stable qu'il est carrément devenu parasismique.
si vous souhaitez voir plus de slow motion completely awesome, vous risquez d'adorer la toute petite et très modeste chaîne The Slow-Mo Guys. Allez y faire un tour, ça risque bien de vous intéresser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je n'ai volontairement pas parlé ici du framerate ni du shutter speed, mais promis ça viendra, et comme avec la parallaxe, cette vidéo est une introduction au ralenti, mais n'est absolument pas un tuto. D'ailleurs, si vous souhaitez un tutoriel sur Premiere, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si on va pas se le cacher, c'est avant tout pour le référencement. Allez promis, je vous retrouve très bientôt pour le tuto sur la vidéo. Tout simplement.